La traduction n'est pas une question de bilinguisme. Ce n'est pas une reproduction d'équivalence lexicale ou d'équivalence grammaticale. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Thomas Dakantabi-Kumabok, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage De la sémantique à la traduction. Pourquoi la traduction n'est pas une question de bilinguisme? Pour répondre à cette question, il faut comprendre que le fait de connaître deux langues ne, ne vous donne pas l'autorisation ou alors la latitude de traduire. La traduction, c'est une activité, c'est une discipline, c'est une science. C'est pourquoi des écoles de traduction existent. Vous allez vous rendre compte que un traducteur qui traduit après 6 mois n'a pas les mêmes performances qu'un traducteur qui traduit chaque semaine ou alors chaque jour. La même chose s'applique en interprétation. Vous pouvez avoir fait de grandes études, vous pouvez avoir plusieurs doctorats dans plusieurs langues. Cela ne fait pas de vous un traducteur ou une traductrice. Il faut avoir été formé comme traducteur et il faut pratiquer la traduction ou l'interprétation pour être en mesure de s'en sortir dans ces disciplines. Alors, si on s'en tient uniquement au fait qu'on est bilingue, alors c'est une erreur. Parce que le bilinguisme suppose que vous pouvez parler deux langues, vous les manipulez très bien, c'est-à-dire vous vous exprimez couramment, mais s'exprimer couramment n'a rien à voir avec rédiger, parce que vous pouvez bien vous exprimer, mais lorsqu'il s'agit de rédiger, ce n'est plus la même chose parce que les règles de l'oral, l'expression orale n'est pas toujours, faut pas croire que l'expression orale équivaut à l'expression écrite. C'est deux paliers qui ont chacun ses règles. La traduction, c'est une discipline. C'est une discipline qui comme je l'ai souligné, qui se pratique. Et c'est la pratique qui vous permet de vous en sortir parce que plus vous traduisez, plus vous développez des réflexes. Et moins vous traduisez, moins vous êtes aussi en mesure de résoudre les problèmes de traduction. Parce que il ne faut pas commencer par parler de traduction. Avant d'arriver à la traduction, il est important de poser un certain nombre de questions concernant la valabilité du texte ou alors la traduisibilité du texte qu'on a devant soi. Est-ce que le texte qu'on doit traduire est traduisible du point de vue formel et du point de vue structural ou du point de vue structural et sémantique? Est-ce que ce texte est traduisible? Cela veut dire, autrement dit, est-ce que ce texte ne contient pas des erreurs? Parce que tant que ce travail préalable n'est pas réalisé, nous avons de fortes chances d'échouer. Si vous vous retrouvez avec un texte que vous prenez comme du pain béni, que vous prenez comme une ordonnance médicale, puisque lorsque le médecin prescrit une ordonnance, vous ne pouvez pas contester cette ordonnance. Dans la mesure où le médecin vous remet l'ordonnance, vous êtes le patient, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas outillé en médecine, donc vous devez aller à la pharmacie et vous procurer les médicaments que le médecin a prescrits. Donc, vous n'avez pas à remettre l'ordonnance en question. La traduction n'est pas comme ça. Le texte n'est pas comme ça. Donc, le texte que vous avez
à traduire, vous n'êtes pas sûr que ce texte est bien rédigé parce que ce texte peut être un texte cible, c'est-à-dire qu'un texte d'arrivée, c'est-à-dire que, par exemple, le texte original a été écrit en hébreu, il a été ensuite traduit de l'hébreu vers le chinois et du chinois vers l'anglais et vous vous retrouvez avec le texte anglais, ce qui signifie que vous avez la deuxième traduction que vous avez devant vous. Il faut donc comprendre que il y a eu beaucoup de décalage structural et sémantique et que c'est pas vraiment l'original que vous avez devant vous. Donc vous avez plusieurs chances, il y a de fortes chances que ce texte soit mal rédigé. Et même lorsque le texte est rédigé, c'est-à-dire que lorsque le texte provient directement d'un locuteur natif, comme je l'ai dit, l'expression écrite n'est pas comme l'expression orale. Vous allez retrouver des gens qui s'expriment très bien, très couramment, mais lorsqu'il faut écrire, ils commencent à écrire comme ils s'expriment, oubliant que ici, il y a des règles qu'il faut respecter, il y a la ponctuation, il y a un certain nombre de paramètres dont il faut tenir compte. Ce qui fait donc que lorsqu'on a un texte devant soi, on doit d'abord vérifier si ce texte est bien écrit. Quand je dis texte, ça veut dire, c'est pas forcément tout le texte, ça peut être une phrase, parce qu'il y a certaines phrases qui sont mal formulées. Il faut donc être capable d'identifier les erreurs au sein de cette phrase et de les corriger. Et pour cela, il faut une certaine compétence traductionnelle. En dehors de cette compétence traductionnelle s'acquiert par expérience. Parce que lorsque vous traduisez régulièrement, comme je l'ai dit, sur le plan neuroscientifique, si on doit faire un peu de neurotraductologie, vous développez votre mémoire de travail qui est votre cuisine interprétative. Donc, vous êtes habitué à interpréter et votre mémoire de travail alimente votre mémoire à long terme qui va vous aider lorsque vous êtes confronté à des problèmes de traduction. Ça veut dire que lorsque vous vous retrouvez avec un texte, grâce à votre mémoire de travail et à votre mémoire à long terme, vous allez facilement comprendre de quoi il est question. Vous allez interpréter et récolter le sens. Alors, ceux qui pensent que parce qu'ils ont été, ils ont grandi dans des conditions où ils parlaient deux langues, ou alors ils ont appris deux langues et qu'ils peuvent traduire sans avoir été formés, c'est une erreur. Il faut se faire former pour connaître de quoi il est question lorsqu'il s'agit de traduire. Parce que la traduction n'est pas, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas une question de remplacement des équivalences lexicales par leur correspondants. C'est pas un problème d'équivalence lexicale ou grammaticale. Sinon, on peut donner un dictionnaire bilingue à n'importe qui et la personne va traduire. Il faut comprendre que chaque langue a des spécificités. Il y a des subtilités linguistiques, c'est-à-dire que si nous laissons de côté le volet sens, parce que lorsqu'on traite le sens ne se colle pas, le sens se récolte, le sens s'interprète, le sens se recueille, le sens se filtre. On filtre le sens avant de le restituer. Si on laisse donc le côté sens, si on s'intéresse uniquement à l'aspect, si on s'intéresse à l'aspect purement formel, qui est celui qui concerne les subtilités linguistiques des langues en présence, c'est là où ça demande beaucoup d'efforts. Et pour être un peu technique, nous parlons de flexibilité cognitive, c'est-à-dire que la capacité du traducteur à partir d'un système de règles pour un autre. C'est ça que nous appelons flexibilité cognitive. À peu près une situation, pour comprendre ce qu'est la flexibilité cognitive, c'est par exemple, vous avez une situation où vous êtes en train peut-être vous êtes en train de parler au téléphone et au même moment, vous êtes en train de saisir
sur votre clavier. C'est un peu ça la flexibilité cognitive, c'est-à-dire pouvoir gérer deux activités différentes. Mais en ce qui concerne la traduction, c'est cette capacité de partir d'un système de règles pour un autre sans oublier, sans rester figé à un système. Alors, si nous considérons uniquement le volet formel, c'est-à-dire l'aspect subtilité linguistique, on s'aperçoit que la traduction n'est pas facile comme certaines personnes le pensent. D'ailleurs, Jean Delisle, dans sa traduction raisonnée, a souligné cela que la traduction apparemment semble facile, mais c'est un exercice qui est assez difficile. Ce n'est pas un exercice de bilinguisme. Donc, pour nous focaliser uniquement sur le volet subtilité linguistique, lorsque nous prenons le cas de l'anglais et du français, en français, on dit par exemple, on va dire, Paul a réussi à marquer son penalty. Paul a réussi à marquer son penalty. Et on vous demande de traduire. Vous allez entendre les gens qui vont vous dire, Paul succeeded to score his penalty. Paul succeeded to score his penalty. C'est-à-dire que si nous devons suivre, si nous devons traduire cette phrase, intéressons-nous seulement à réussir à. Comme on dit en français, réussir à. Un bilingue qui ne connaît pas, qui n'est pas en mesure de réaliser ce que nous appelons flexibilité cognitive, va vous dire, Paul succeeded to score his penalty. Parce que dans ce contexte, signifie tout. Comme on dit, réussir à, alors le bilingue qui n'est pas forcément traducteur va vous dire succeed to. Or, l'anglais ne dit pas to succeed to. L'anglais dit to succeed in plus gérondif. Donc, au lieu de dire Paul succeeded to score his penalty, on va dire Paul succeeded in scoring his penalty. Mais un bilingue ne connaît pas cela. Et un traducteur non avisé non plus. C'est pourquoi il faut être capable de pouvoir maîtriser les langues, c'est-à-dire vous maîtrisez les subtilités linguistiques de la langue de départ et les subtilités linguistiques de la langue d'arrivée. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plusieurs exemples. Quand on dit je m'intéresse à votre offre, les gens vont vous dire I am interested, ou alors si on dit oui, je m'intéresse à votre offre, les gens vont vous dire I am interested to your offer, alors que to be interested, c'est in. To be interested in. Il y a des gens qui vont croire que quand on dit ça, cela dépend de, on va dire depend of. C'est pas ça. C'est depend on. Donc, ça, ce n'est que quelques exemples de subtilités linguistiques en ce qui concerne l'anglais et le français. Et c'est la raison pour laquelle le traducteur n'a pas besoin d'être un agrégé. Le traducteur n'a pas besoin d'avoir tout le diplôme. La chance que le traducteur a, c'est que il est en contact avec les langues de manière permanente et il connaît les subtilités linguistiques. Parce que quand on prend le cas, par exemple, des prépositions, comme je viens de le démontrer, les prépositions dans des langues sont assez complexes, leur usage est assez complexe. Vous croyez les maîtriser, mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut comprendre que le bilinguisme seul ne suffit pas. C'est un atout, c'est un prérequis pour faire de la traduction, mais il faut ajouter à ce bilinguisme la formation. Et lorsque nous parlons de formation, la formation ne garantit pas le succès de l'exercice ou alors du métier de traducteur, c'est la pratique régulière parce que quiconque pratique régulièrement s'en sort. Un traducteur qui traduit régulièrement est plus outillé en termes de réflexes, c'est-à-dire qu'en termes de ressources, et il a la chance de mieux traduire par rapport à un traducteur qui traduit après 6 mois. C'est ce que nous devons retenir. Donc, la traduction n'est pas une question de bilinguisme, elle s'appuie sur le bilinguisme
et nécessite la prise en compte de plusieurs autres paramètres qui sont essentiels à la construction et à l'expression des subtilités linguistiques des langues en présence. Je suis Thomas Dakantavi Kumavo, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage De la sémantique à la traduction. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur la description pour avoir mes contacts. Veuillez vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire.